Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Jean-Louis Mataran, Histoire du sentiment d'appartenance en France. Du XIIe siècle à nos jours, 2010. Denis Despreaux, Avez-vous dit performance des universités 2010. Vincent Trovato, Marie-Madeleine. Les écrits canoniques au Da Vinci Code, 2010. Ricciarda Belgiojoso, Construire l'espace urbain avec les sons, 2010. Collectif des médecins du travail de Bourg-en-Bresse, La santé au travail en France, un immense gâchis humain, 2010. Cyril Le Tallec, Petit dictionnaire des cultes politiques en France, 2010. Steven Stoft, Dépasser Copenhague, Apprendre à coopérer. Proposition de politique mondiale post-Kyoto, 2010. Bernard Olagnier, Communiquer, un défi français. De l'illusion du tout comme à la communication réelle, 2010. Jean-Pierre Castel, Le déni de la violence monothéiste, 2010. Sergiu Miscoiu, Naissance de la nation en Europe, 2010. Joël Mallet, Sophie Georges, Une action sur l'emploi qui change tout, 2010. Alem Surregarcia, La théocratie républicaine, les avatars du sacré, 2010. Asmara Klein, La coalition, Publiez ce que vous payez. Une campagne pour la gestion responsable des ressources naturelles, 2010. Olivier Bataille, Les apprentissages professionnels informels. Comment nous apprenons au travail pour se former toute sa vie, 2010. À toi qui milites. Il est acquis désormais que la condamnation du capitalisme ne nous apprend strictement rien sur sa nature et ne fournit aucun moyen de le changer. Pire, il est clair que la protestation passionnelle contribue à l'obscurcissement du présent et nourrit l'impuissance collective. Nous sommes tous en manque d'intelligence vis-à-vis de ce qui nous environne. Nos sociétés sont travaillées par un refus viscéral de regarder en face la réalité de leur fonctionnement. Dans cette situation, tout ce qui donne à voir les choses telles qu'elles sont compte. Marcel Gauchet, La condition historique. Introduction. Ce livre tente de proposer un certain nombre d'idées, utiles, on l'espère, à l'indispensable refondation que le Parti socialiste français se doit d'entreprendre sans faiblesse, en cherchant à bâtir un projet d'envergure qui puisse regrouper d'abord la gauche tout entière. Le travail se veut porteur d'une conviction forte. Il faut privilégier la rénovation du contenu idéologique du socialisme démocratique. Après l'effondrement du communisme et la crise grave du capitalisme en 2008, redéfinir le socialisme démocratique est une nécessité absolue. Le fil directeur du propos présente deux caractéristiques majeures. Conserver du passé ce qui est l'honneur de la gauche française et d'abord du socialisme français. Cet héritage magnifique il faut approfondir encore, et prendre en compte les évolutions importantes du monde contemporain pour construire de nouvelles valeurs complémentaires des premières et en adéquation avec le nouvel environnement du XXIe siècle. Ainsi, approfondir le socialisme passé, c'est admettre qu'il n'a pas pu tout penser et qu'il existe des domaines à défricher ou à revisiter. Tenir compte du monde contemporain, c'est partir de ses réalités. La montée irrésistible de l'individu, la question cruciale de l'environnement, la force terrible de la globalisation économique, les tragédies douloureuses de l'immigration, l'extension importante de la pauvreté, etc. Il faut adapter le logiciel socialiste à ces réalités nouvelles, et admettre que cette adaptation puisse entraîner certaines révisions doctrinales indispensables. Rester dans le socialisme du passé serait une nostalgie parfois sympathique mais archaïque, et même dogmatique. Penser le socialisme de l'avenir est un courage et un devoir comportant quelques risques. Les sciences de l'homme progressent au fil du temps, elles nous construisent une vision de l'homme qui s'affine, qui se complexifie et dont la politique doit tenir compte.
Elles établissent à présent que l'homme, dans son essence, est un être social dont l'équilibre consiste à conjuguer deux postulations, être soi et être avec les autres. En ce sens, dans la ligne de ces recherches comme dans le droit fil d'un Jaurès, le socialisme moderne doit s'écarter de toute philosophie et idéologie qui ne vise que l'une de ces postulations, celle de l'individu seul, c'est la valeur première du libéralisme, ou celle du collectif seul, c'était la valeur suprême du communisme. La grande question est alors de viser l'un sans détruire l'autre. Ce socialisme moderne porte en lui une vision de la planète et de la société à construire. Celle-ci doit être pour la gauche une société du bien-être et du bien-vivre ensemble, économiquement viable, en harmonie avec l'environnement. Cette recherche du bien-vivre durable, pour l'individu et pour les autres membres de la société, peut continuer l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle, berceau des droits de l'homme, mais elle doit rompre avec toutes les pensées de maîtrise de l'homme sur la nature qui caractérisent le passé, où les préoccupations environnementales n'étaient pas aussi graves qu'aujourd'hui. Les fondamentaux de cette pensée socialiste moderne sont donc tout ensemble écologiques, économiques, sociaux, culturels, éthiques. La société que propose notre socialisme du XXIe siècle doit donc articuler bien-être social, croissance économique et qualité environnementale. Elle refuse la religion de la croissance économique trop indifférente au social et à l'écologique. Elle exclut le laisser-faire économique et réoriente le développement, ses modalités et le partage de ses fruits. Elle s'appuie sur la révolution de l'écologie, qui impose de réintégrer dans le champ de l'économie les processus sociaux et environnementaux. Elle conduit à raisonner sur les valeurs d'usage plus que sur les valeurs d'échange, sur le qualitatif plus que sur le quantitatif, et sur des échelles de temps et d'espace qui échappent aux économistes. En effet, elle force à conjuguer les espaces de développement, local, régional, national, planétaire, et réclame de l'État une certaine gouvernance des politiques de progrès. Dans la progression de ce travail placé sous la houlette de la complexité chère à Edgar Morin, il a semblé pertinent d'exposer d'abord une autre façon de penser le socialisme, un autre paradigme socialiste, chapitre 1. Ce sera notre boussole. Ce nouveau système de pensée s'applique alors à un objet dont l'envergure est à présent mondiale, dans une perspective qui cherche l'alliance des civilisations, chapitre 2. C'est notre territoire et notre projet. Focalisant sur notre pays, nous tentons de refonder les valeurs du modèle républicain, chapitre 3, appelé par la mondialisation en cours. L'objectif de ce socialisme est de déployer un nouveau progressisme, chapitre 4. Le territoire restreint qu'est la France doit y être placé à nos yeux dans la perspective unique du développement humain, chapitre 5. Telle est l'architecture que nous tentons de bâtir au fil des pages de notre démonstration. Le présent travail s'appuie sur de nombreux auteurs à qui il entend rendre hommage, au premier rang desquels Edgar Morin, Pierre Calame et Marcel Gauchet. Il assume l'entière responsabilité des rapports qu'il a cru apercevoir entre certaines de leurs propositions et leur utilisation possible dans le cadre d'une politique socialiste contemporaine. Bien que connaissant parfaitement les exigences de la recherche et de la citation en ce qui concerne l'exhibition des références, je n'ai pas voulu alourdir mon texte par un appareil de notes développé. Mais j'ai évidemment conservé la bibliographie finale et les nécessaires renvois à celle-ci au fil des pages. On voudra bien m'excuser d'avoir cherché une certaine fluidité sans négliger jamais ma dette à l'égard de tous ceux qui m'ont inspiré, et sans lesquels ce livre n'aurait pas pu s'envisager. Chapitre 1 pour un nouveau paradigme socialiste. Changer le socialisme, opérer un retournement de la pensée ne peut se faire en gardant les mêmes lunettes mentales. Il y faut plusieurs démarches. Revenir aux sources historiques du présent, déconstruire les oppositions évidentes, identifier les structures communes à des échelles ou domaines différents, scruter les mutations et décalages. C'est le pari qui est tenté dans l'ensemble de ce livre, et dont ce chapitre présente les bases. 11. Penser autrement le socialisme. Penser autrement une doctrine politique, c'est d'abord pour nous affecter à l'acte de penser un style qui cultive le sens de la complexité, vise la refondation doctrinale, cherche le dépassement des contradictions dans le saut qualitatif de la métamorphose politique. Penser autrement une doctrine politique,
Évaluer les grands référents idéologiques, libéralisme, marxisme, socialisme démocratique, et leurs principales expérimentations politiques pour mieux comprendre ce que nous voulons abandonner et ce que nous pensons devoir perpétuer, le tout en fonction des changements profonds du réel contemporain. Nous voulons repenser les fondements de la doctrine qui nous inspire, le socialisme démocratique. À nos yeux, cela exige d'ouvrir 5 perspectives déclinables en 5 actes. Assumer le noyau identitaire de ce socialisme, qu'il faut à tout prix conserver et faire vivre dans le siècle qui vient de s'ouvrir. Respecter la double postulation de l'homme que l'anthropologie moderne nous présente comme vitale. Pouvoir vivre comme un individu singulier, individuation, et s'insérer dans une société harmonieuse, socialisation. Promouvoir la dimension planétaire de l'action politique, ce qui pour les gens de gauche revient à rechercher un internationalisme enfin possible. Défendre un nouveau projet d'émancipation qui repose sur des conceptions plus complexes et plus adéquates du pouvoir, des luttes, des classes sociales, de l'activité politique. Enfin, construire une société du bien-être et du bien-vivre ensemble qui ne soit pas éphémère. 11.1 Assumer la complexité politique. L'objet de ce livre est de proposer un nouveau paradigme du socialisme démocratique. Il faut donc commencer par expliciter ce que l'on entend par paradigme. Suivons sur ce point les pas d'Edgar Morin. On peut situer le concept de paradigme au gouvernail des principes de pensée et au cœur des systèmes d'idées. 1995 page 216. En ce sens, le paradigme est un nœud ou un noyau autour duquel s'organisent toutes les pensées et actions. Soyons encore plus précis. Le paradigme est le principe de distinction, liaison-opposition fondamentale entre quelques notions maîtresses qui commandent et contrôlent la pensée, c'est-à-dire la constitution des théories et la production des discours. Morin 2004 page 74. Il existe un paradigme qui règne sur la pensée occidentale depuis le discours de la méthode de Descartes. Il privilégie l'élémentaire, l'ordre, la nécessité, la temporalité. Il est réducteur. Le socialisme espéré doit pour nous s'inscrire dans le paradigme de la complexité. C'est accepter que la pensée puisse tenir compte de la possibilité du désordre, du hasard, de l'événement. Toute pensée complexe comporte donc un noyau dur, et se méfie de certaines erreurs. Le noyau dur d'une doctrine se présente comme une rationalisation. À partir de prémices tenues pour évidentes, à partir de principes plus ou moins cachés, la construction se croit vérifiée et cohérente, donc rationnelle. Par exemple, le marxisme-léninisme serait rationnel si le prolétariat devait réaliser la société sans classe, si le Parti communiste accomplissait sa mission historique en forgeant le socialisme, si ce socialisme apportait la paix entre les nations délivrées du capitalisme, si toutes ces évidences pour lui, tous ces concepts fondamentaux engagés dans une construction rationnelle étaient des vérités. Mais s'il n'y avait pas de mission historique du prolétariat, si le Parti communiste asservissait la classe ouvrière, au lieu de la libérer, si le socialisme portait aussi en son sein la guerre, l'histoire du XXe siècle nous a apporté toutes les réponses à ces questions, et tué ces présupposés d'évidence. Pour s'empêcher d'être réductrice, toute pensée complexe doit avoir une claire conscience des erreurs à éviter comme des comportements à privilégier. Éviter le mensonge et le fanatisme, privilégier la résistance aux croyances, systèmes d'idées, théories, idéologies ouvrant à l'aveuglement systématique, se méfier des maîtres mots ou mots panzer, Morin 2004, qui envahissent le discours politique, fuir la simplification qui abolit tout entre deux. De ce point de vue, le paradigme proposé dans ce livre sera, comme toute pensée, inachevé, comme la connaissance même. Pour se garder de cette peste de la simplification caricaturale, rien de tel que le passage par l'histoire. Notre paradigme prend donc en compte presque systématiquement l'histoire des grandes doctrines politiques concurrentes et du socialisme, il les critique sans faiblesse. Du socialisme démocratique, il conserve le noyau central ou un variant utile en l'ancrant dans un monde délivré de la niaiserie des solutions finales, de l'avenir radieux, du progrès indéfini et infini. Un monde où nous pouvons investir nos forces d'amour, mais ailleurs que sur les faux messies, Morin 2004 page 78. Cette nouvelle conception ne peut comme par le passé promettre uniquement le progrès permanent et l'émancipation humaine. Il faut pratiquer la rationalité politique, dans la conscience de l'histoire qui lui est associée.
Cette rationalité politique de gauche doit réinterroger les institutions politiques de la modernité. Moins l'État, qui doit être profondément réformé, car il a été fragilisé par l'histoire. Moins la nation, but ultime de la gauche, unification de la communauté humaine, trop oubliée en chemin. Moins les fondamentaux du pacte républicain. Moins le système démocratique. Moins la séparation des sphères du religieux et du profane dans la laïcité, sécularisation du politique. Moins l'espace politique comme collectivité souveraine, cadre démocratique, ensemble institutionnel. La pensée de l'histoire sise au cœur de cette modernité est associée au thème du progrès, de la liberté, de la justice, de l'allègement de la douleur d'autrui, de la continuité de la communauté humaine à tirer vers la paix et la prospérité. Cette histoire n'est plus envisagée en sa finalité, mais en sa continuité, sans souci de transcendance ni impérialisme de la peur qui brandirait la menace de l'apocalypse environnementale. On voudrait donc montrer comment changer de manière significative la vie, sans brandir une utopie inaccessible. On voudrait pousser à densifier le sens de l'action politique en ayant la préoccupation de la continuité historique, de la protection de l'espèce et des droits de l'humanité. 11.2 Conduire la refondation doctrinale. On ne compte plus le nombre d'observateurs ayant affirmé la nécessité d'une refondation de la doctrine socialiste et de ses pratiques politiques. Et le besoin est incontestable. A-t-on seulement bien compris et admis qu'il faut assumer par le fait même le geste de la distanciation, voire de la déviance et de la rupture, et refuser de se laisser enfermer dans ces cloisonnements hâtifs que sont les rituels des sacro-saints courants du Parti socialiste ? Il faut d'abord savoir abandonner certains composants de la doctrine socialiste de tendance marxiste. Il s'agit du mythe du salut historique, d'une société réconciliée, harmonieuse, sans conflit qui résulterait d'une lutte finale avec solution finale. L'utopie fut belle, le réel l'a fracassée, les aspirations généreuses qui l'ont portée méritent d'être réorientées. Il faut aussi rejeter le mythe du progrès continu, cette affirmation selon laquelle la croissance économique déterminerait le développement économique, lequel déterminerait le développement social et individuel. Il s'agit en l'occurrence d'une métaphysique du progrès qui néglige le principe de dispersion, désordre, déperdition, dégradation. On sait parfaitement que le développement technique n'est pas que progression, qu'il est aussi régression, que la science n'est pas qu'élucidation, qu'elle est aussi aveuglement, que la civilisation n'est pas que progrès, qu'elle est aussi barbarie. Marx avait imaginé la lutte entre socialisme et barbarie, et n'avait pas imaginé que socialisme et barbarie pouvaient être aussi des alliés, alors que Marcuse et Walter Benjamin l'ont vu, après lui, il est vrai. Et la barbarie de nos jours consiste à pouvoir anéantir la planète, vouloir manipuler la vie, ne pas cesser de détériorer la nature, assujettir l'être humain. S'il faut sans aucun doute se méfier de certains mythes qui ont la vie dure, il serait dangereux de renoncer aux aspirations à l'émancipation et à la liberté comme au désir de transformation fondamentale de nos sociétés. Les utopies sont utiles quand elles nous font dépasser le réel sans le nier, elles sont illusoires quand elles s'érigent en vérité scientifique, elles sont criminelles quand elles débouchent sur une société concentrationnaire. Sur ces questions essentielles des finalités de l'action politique, la pensée complexe autorise la pluralité, la contradiction, l'incertitude. Elle nous pousse à bien voir que le capitalisme a survécu à bien des crises annoncées comme mortelles. Que le socialisme marxiste qui a gouverné certains pays a contredit son idéologie de façon radicale et tragique. Rien ne garantit donc jamais la liberté, l'égalité, la fraternité de notre devise républicaine. On ne liquide jamais totalement les contraintes, hiérarchie, compétition, conflit. Le socialisme à venir doit d'abord comprendre ce réel qui change avec le temps, le saisir moyennant une pensée complexe qui lui permette de voir cette dimension radicalement nouvelle dans l'histoire. L'émergence de l'humanité planétaire qui a commencé au XIXe siècle et s'est développée au XXe siècle, alors même que les internationales socialistes ont échoué. Il doit en même temps comprendre la science écologique qui nous a fait prendre conscience de la biosphère, des écosystèmes, des risques de bouleversement du climat, des espèces et des environnements. Il lui faut encore aller vers une confédération d'humanité englobant les États-nations, et vers une alliance des civilisations.
Ces défis difficiles réclament sans conteste un logiciel nouveau. 11.3 Viser la métamorphose politique. Le socialisme veut la transformation de la société. Réforme, révolution. Les termes de l'alternative n'ont cessé d'être mobilisés comme s'ils étaient parfaitement antinomiques, comme s'il s'agissait d'une opposition irréductible de concepts. De quoi parle-t-on au juste quand on brandit la bannière de la révolution? Tazda Yenessa 2008. Mouvement public, manifestation, contestation, rébellion, conflit, guerre civile, insurrection, révolution. Les termes sont nombreux et les difficultés de différencier les phénomènes sont très grandes. Très grandes aussi les difficultés d'en saisir les motivations. La révolution est quasiment impossible à définir et à modéliser. Le mode d'emploi en reste mystérieux. De même pour le pilotage stratégique du mouvement révolutionnaire. L'histoire nous a légué un nombre impressionnant d'exemples pour tous les pays. Les causes économiques y sont aussi relatives que les causes non économiques. La violence y est souvent omniprésente, même si l'espoir demeure d'une transition pacifique, tardivement actualisée dans l'effondrement des pays de l'Est, précisément ceux où l'on glorifiait la révolution violente. Rien ne vaut l'observation historique des faits révolutionnaires passés. Elle met à bas bon nombre de stéréotypes concernant les conditions de possibilité et de succès d'une révolution. Aucun modèle parfait ne peut en être proposé, et les modèles existants éludent la question essentielle des masses, de leur engagement dans le conflit. Les structures sociales jouent un rôle, l'idéologie aussi. Mais il y a aussi l'identité de chacun, la conscience politique, les mécanismes de généralisation de la révolution au sein de la population. Toute révolution, qui reste un pari risqué, intervient dans un contexte marqué par différents paramètres, chacun pouvant jouer un rôle important. Le temps n'est plus de croire naïvement au processus unique. Un leader charismatique, des conditions économiques favorables, des élites urbaines prêtes à s'engager, des masses rurales qui suivront, et la réussite programmée. L'histoire nous enseigne qu'il faut abandonner une certaine idée de la révolution comme solution finale, fin de l'histoire. Le parti révolutionnaire, la classe révolutionnaire, la conquête du pouvoir, l'appropriation des moyens de production, la connaissance des lois de la société, c'est cela qui fait tragiquement problème. Il n'y a plus de parti messie, de classe messie, de peuple messie, d'idée messie. Morin 2004 page 354. La conception marxiste de la révolution doit donc être repensée. Le terrain des revendications en régime démocratique peut sembler plus assuré. Cela ne signifie en rien qu'il faille oublier les aspirations révolutionnaires qui ont nourri utilement le XXe siècle. Il existe toujours cet impérieux besoin de transformation profonde dans la relation de l'individu avec lui-même, de l'individu avec la société, de toute société avec l'humanité. Il s'agit toujours d'éliminer la domination au plan des structures mentales et organisationnelles, mais il ne s'agit plus d'approprier collectivement les moyens de production comme si l'on tenait ainsi la solution miracle. La révolution ne dépend plus d'un opérateur principal, le parti, le prolétariat, d'une action principale, la prise de pouvoir, d'un noyau principal, les moyens de production. Elle nécessite une multiplicité de changements, transformations, révolutions à la fois autonomes et interdépendantes dans tout domaine, y compris nécessairement celui de la pensée. Morin 2004 page 356. Il ne faut donc plus se demander essentiellement par où commencer. Le changement doit être multidimensionnel. On peut nommer métamorphose les changements de structure sociale, économique, culturelle, mentale. Il faut qu'il y ait des boucles actives et rétroactives entre les microtransformations, les métatransformations, nouvelles formes d'organisation sociale, les mégatransformations planétaires. Morin 2004. Comme le dit aussi J. Généreux, la question de savoir si pour agir sur la société il faut réformer les règles du jeu politique, ou transformer le système économique et social, ou encore mener la bataille des idées n'a pas de sens. La réalité est qu'il faut agir sur tout cela à la fois en visant le maximum de cohérence entre la culture, conception commune de la société, de la justice, du progrès, de la liberté, etc., les règles du jeu économique et les règles du jeu politique, 2009 page 248. Et il se pourrait même que nos esprits conditionnés par la vulgate dominante n'attendent que la révolution sociale et économique, et ne voient pas clairement les prémices de la révolution écologique en marche,
laquelle bousculera les réalités économiques, sociales et culturelles du monde. Métamorphoser un pays relève donc de la plus grande difficulté. Mais il va falloir s'y engager résolument. L'inséparabilité de l'idée de cheminement réformateur et d'une métamorphose permettrait de concilier l'aspiration réformatrice et l'aspiration révolutionnaire. Elle permettrait la résurrection de l'espérance sans laquelle aucune politique de salut n'est possible. E. Morin, Le Monde, 13 juin 2009. Visons alors cette métamorphose, en évitant pour l'action politique tout embrigadement sous la bannière d'une vérité définitive. 12. Critiquer les doctrines du passé. Une certaine pensée politique, moderne au sens large, a émergé dès le XVIIe siècle, fondée surtout sur la raison. Au XVIIIe siècle, cette pensée a apporté le libéralisme classique des Lumières, lointain ancêtre de certains aspects du néolibéralisme de la fin du XXe siècle. Le XIXe siècle nous a offert ensuite le marxisme, le socialisme et l'anarchisme. A priori, ces courants semblent s'opposer. Mais en réalité, tous sont tributaires des façons de penser et des impensés de leur temps. Il en va d'ailleurs ainsi de toute doctrine ou philosophie. Elle ne peut échapper à la niche idéologique de son temps pour se prétendre gravée dans le marbre. Elle serait alors dans la religion et les vérités éternelles. Le socialisme du XXIe siècle esquissé en ce livre doit donc absolument se pencher sur ces doctrines passées, qui continuent à alimenter les doctrines actuelles, et se demander ce qu'il convient d'en faire. Ainsi, on affirme traditionnellement que marxisme, socialisme et anarchie s'opposent au courant libéral. Mais tous trois trouvent leur source première dans la philosophie libérale classique du XVIIIe siècle, qui leur est antérieure et donne une vision de l'homme comme individu rationnel, libre, autonome et maître de la nature. Or, aujourd'hui, de multiples avancées scientifiques ont relativisé le rôle de la raison chez l'individu pour donner leur juste place à la part irrationnelle de l'homme et aux contraintes qu'il subit pour se construire. Et concernant la nature, l'écologie scientifique a remis la volonté de maîtrise de l'homme sur elle à sa juste place, plus modeste assurément. Donc, si le socialisme veut accueillir absolument la notion d'individu, il doit tenir compte de sa complexité. L'individu est rationnel et irrationnel. Il doit l'articuler à une autre nécessité. L'individu n'est plus le point focal, il doit s'épanouir dans le social et il doit la penser dans son contexte environnemental. Élargissement salutaire de la pensée. Plus généralement, le socialisme démocratique à venir a maille à partir avec les grandes doctrines passées que sont le capitalisme, le marxisme et certaines variantes de lui-même comme la social-démocratie et le socialisme libéral. 12.1 Critiquer le capitalisme. Il nous faut conduire la critique des fondements de la culture néolibérale et du capitalisme actuel, en ne perdant jamais de vue qu'il découle notamment du libéralisme du XVIIIe siècle, que les courants antilibéraux du XIXe, marxisme, socialisme démocratique, ont cependant repris sur certains points. Critiquer le capitalisme en général. Il existe différentes variétés de capitalisme, dépendant des différentes formes d'État qui les structurent, selon des rapports variables entre droit, richesse et souveraineté. Cependant, l'émergence du capitalisme présuppose toujours la séparation institutionnelle entre l'économique et le politique. Le capitalisme générique est un système économique de production, d'échange et de consommation fondé sur l'inégalité et l'exploitation. Valorisation des richesses, illimitation des besoins et donc risque de dérèglement de l'existence. Le néolibéralisme actuel est une marchandisation généralisée de la société, une extension de la logique de marché aux biens et services qui finit par contaminer tout le social et à mettre en concurrence les travailleurs entre eux. Une économie monétaire est la condition du capitalisme, la monnaie étant la forme générale de la richesse. Si le capitalisme est par essence financier, de nos jours, le capitalisme financier domine, porté par l'illusion qu'il pourrait supprimer le risque et maîtriser l'incertitude dans ses prévisions de profit. L'instabilité étant lui chronique. Il marche par crise à répétition, la concurrence par les prix étant exacerbée par la concurrence par l'innovation. Enfin, l'opacité organisée et la cupidité déchaînée le mènent à la criminalisation. Le capitalisme est aussi une structure de domination de classe, un rapport social de séparation, d'aliénation, de dépossession. De nos jours,
cette domination devient impersonnelle, le maître devenant anonyme. Le capitalisme est enfin un régime symbolique de code et de conduite. Il repose sur l'initiative individuelle, le goût du risque et de la réussite, l'esprit d'entreprise. Il nourrit donc les dimensions constitutives de l'être humain que sont le désir et la liberté. C'est pourquoi il ne peut se maintenir que s'il est fondé sur la croissance et le renouvellement. La transposition de la norme de concurrence à la conduite des sujets débouche sur la flexibilité, l'évaluation de tous les instants, le culte de l'autonomie sans limite. Dans sa vision de l'être humain, le libéralisme passé ne voit qu'un individu autonome. Le néolibéralisme actuel en a fait un automate égoïste et prédateur, en compétition permanente pour consommer et accumuler. Dans le libéralisme, sur le plan philosophique et doctrinal, la société est un contrat d'association volontaire et utilitaire aux autres, pour la satisfaction de besoins individuels, et l'État comme le domaine d'intervention de l'action publique sont réduits à la portion congrue. Droits et obligations des personnes sont réglés par ce contrat, et personne n'a de droit s'il ne donne rien en échange. Cette vision, qui a inspiré M. Thatcher et Tony Blair, a même été reprise par la gauche européenne des années 1990 à 2000 et parfois par les socialistes français, pour qui les droits garantis à l'individu lui créent toujours des devoirs. Mais personne ne choisit de naître et de grandir dans une société selon ses vœux. L'individu qui naît dans une société n'en a-t-il pas au départ tous les droits sans contrepartie ? C'est le fondement de la Déclaration des droits de l'homme ? Ce n'est que quand l'individu est constitué en citoyen qu'il devient en quelque sorte débiteur de la société, et qu'il peut alors avoir des obligations envers elle. Il nous faut donc admettre que la société doit demeurer aussi responsable des individus provisoirement ou à jamais incapables d'honorer leurs dettes sociales. Enfants, handicapés, malades, chômeurs, personnes âgées délaissées, prisonniers. Ce point est central. Il permet de rejeter la priorité donnée par une certaine droite à la biologie et à la génétique, ce qui la dédouane d'une certaine solidarité collective. Car si les gènes de l'individu expliquent seuls son comportement, toute solidarité collective est vaine dans certains cas. D'autre part, sur le plan économique et politique, le néolibéralisme actuel a une conception marchande de la société. Il privilégie la dimension économique. Il organise toutes les activités sociales sur le principe de la libre concurrence, des intérêts privés à l'intérêt général. Dans sa version extrême, compétition permanente et libre concurrence conduiront au bien-être selon la loi de l'harmonie naturelle. Le culte de la responsabilité individuelle sert alors à minimiser les prestations sociales, à culpabiliser les individus en difficulté ou en échec, chômage, pauvreté, échec scolaire. Cette conception ne parle guère des droits, elle met en avant surtout les devoirs et les interdits. Or, la théologie du marché au sortir de la période des Trente Glorieuses, 1945 à 75, nous a légué une très forte dégradation de l'environnement. Ce que l'on a appelé le miracle brésilien est l'exemple même d'une longue et forte croissance économique, accompagnée de modernisation mais socialement dangereuse et dégradante pour l'environnement. Et le néolibéralisme est peut-être moribond depuis l'échec de l'Argentine. En ce début de XXIe siècle, nous sommes passés d'un capitalisme managérial à un capitalisme patrimonial porté par la globalisation et la dérégulation. La nouvelle religion de l'entreprise est la création de valeur par l'actionnaire, l'optimisation de la rentabilité du capital. La stratégie de très nombreuses entreprises consiste à devenir encore plus rentables, faisant du chômage une solution pour créer encore plus de valeur pour l'actionnaire, lequel cherche toujours à anticiper la meilleure rentabilité, quitte à engendrer lui-même la hausse espérée pour bénéficier d'un taux de rendement annuel du capital jugé acceptable quand il est de 15% à 20%, soit 3 à 4 fois plus que lors des Trente Glorieuses. Ce culte du profit et de l'obligation de résultats financiers a atteint le secteur des biens publics. Il démantèle le droit du travail. Il intensifie l'émiettement du travail tout en augmentant la durée. Il multiplie les restructurations et délocalisations. Or, aucun pays en développement n'est encore sorti de la pauvreté grâce au néolibéralisme. Dans ce culte du profit et de l'excellence, la pauvreté gagne en réalité du terrain et l'impasse écologique menace.
Le recul historique et le désir de distanciation nous permettent d'apercevoir plusieurs contradictions à l'œuvre dans le capitalisme ou néolibéralisme actuel. Il y a la contradiction capital-travail, sur laquelle les marxistes classiques se centrent dans leur structuration de la question sociale. Le capital s'oppose certes au travail dans un rapport d'exploitation. Mais il développe aussi le travail pour alimenter son processus d'accumulation, et ainsi procéder à une action de transformation du monde. Puis vient la contradiction capital-nature, que Marx a à peine entrevue dans le livre 1 du Capital. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. En fait, en épuisant de nos jours le sol, le capitalisme met en danger ses propres bases naturelles et humaines d'existence. Concernant la contradiction capital-individualité, Marx n'a posé que les prémices dans le texte de Genèse des manuscrits 1844, où le capitalisme met en cause l'individu sur chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref tous les actes de son individualité. Pour Marx, le capitalisme mène à l'aliénation pure et simple des sens dans le seul sens de l'avoir. Plus largement, il contribue à nourrir l'individualisme en le limitant à la marchandisation. Il accentue ainsi une multitude de souffrances sociales, tant matérielles que psychiques. Reste la contradiction capital-démocratie, sur laquelle la galaxie altermondialiste insiste avec raison. Il est certain que les attentes démocratiques des salariés de nos sociétés de culture démocratique avancée entrent en tension avec les formes capitalistiques de pouvoir dans l'entreprise et que le développement de la démocratie participative, ainsi que les formes alternatives d'économie que sont les mutuelles, coopératives, économie sociale et solidaire se heurtent au fondement même du capitalisme néolibéral, Coutreau 2005. Est-il possible de nier le capitalisme ? Cela semble difficile en raison du développement considérable du marché, extension qui représente la radicalisation de ce que Marx avait décrit. Mais chez Marx, une contradiction interne menait le système à sa catastrophe. Or, cela ne s'est jamais vérifié jusqu'à présent, malgré de multiples crises. On sait qu'au sein du Parti socialiste, certains ont pratiqué une double pensée. D'un côté, on ne voulait pas sortir de l'économie de marché car on n'était pas certain que quelque chose d'autre fonctionnerait. Mais de l'autre côté, on brandissait la critique marxienne de l'économie de marché comme économie capitaliste, forme d'oppression et d'aliénation. La social-démocratie au pouvoir a donc géré le capitalisme en le stigmatisant comme mauvais, tout en veillant à ne jamais l'abattre. L'analyse critique du capitalisme chez Marx est en partie opératoire. Mais pour mieux combattre le capitalisme de ce début de siècle, il faut sûrement en construire une théorie ou compréhension plus complexe dont Bourdieu a posé quelques bases, en parlant d'une pluralité de dominations autonomes, économiques, politiques, culturelles, masculines, imbriquées de manière multiforme. Il faut se demander si toute économie de marché est synonyme de capitalisme. Il faut enfin relativiser la dimension économique d'une société, pour la mettre au service du social et de l'environnemental. Nos chapitres 4 et 5 tenteront de montrer une voie. Dépasser les spécificités du capitalisme français. Le capitalisme français, qui a ses spécificités, repose d'abord sur une tradition de relations conflictuelles. Tout au long de l'histoire de l'entreprise française, deux forces antagonistes se sont en effet affrontées. Des pratiques managériales conservatrices, un syndicalisme majoritairement contestataire. Le jeu de ce duo a rendu difficile au fil de l'histoire l'émergence d'organisations syndicales puissantes et de relations sociales plus apaisées. L'histoire syndicale française est marquée par le goût constant de la contestation. L'histoire patronale, à travers les variantes du paternalisme, de la bureaucratie et de l'héritage familial, est marquée par le goût constant de la hiérarchisation des rapports sociaux. Ce capitalisme a pu être nommé capitalisme d'héritier, Philippon 2007. Le fonctionnement de ces deux forces contraires fait système. Il est le frein permanent et puissant à la confiance, à l'innovation, au dynamisme de l'économie. Selon une étude de Crouch, 1993, étude qui compare le rôle des États dans le développement syndical,
Les pays où le développement syndical a été entravé au XIXe siècle sont ceux où de nos jours, les relations sociales dans l'entreprise sont plus difficiles. C'est le cas de la France. Les conditions initiales de 1791 se retrouvent encore plus d'un siècle après, si ce n'est jusqu'à aujourd'hui, à travers les variations du capitalisme national. Le premier capitalisme français a été paternaliste, terme qui n'apparaît qu'à la fin des années 1880. Selon Gérard Noiriel, 1988, le paternalisme est une étape entre le patronage des maîtres de forge, calqué sur le modèle rural traditionnel, et le management. Quand les usines deviennent plus grandes, le travail ouvrier s'éloigne alors du travail agricole. Le patron cherche toujours à renforcer sa légitimité et la fidélité de sa main-d'œuvre. Selon les pays, il propose en plus aux ouvriers maisons de commerce, écoles, centres médicaux, hôpital, maisons de retraite. C'est bien sûr une façon d'acheter la paix sociale au travail. Les modèles idéologiques sont ici la famille et l'autorité patriarcale, pour décourager le militantisme. La stratégie paternaliste semble avoir prévalu partout vers la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. En France, elle a produit un capitalisme peu dynamique, marqué par les valeurs conservatrices et les mauvaises relations sociales. Ce qui marque en France les relations de travail après la Seconde Guerre mondiale dans les grandes entreprises est ce que Michel Crozier, 1963, a appelé le phénomène bureaucratique. Si ce style de management cherche à s'éloigner du paternalisme, il lui ressemble tout de même sur la continuation des mauvaises relations de travail. Le sociologue Luc Boltanski, 1982, a décrit l'attitude des chefs d'entreprise français adeptes de cette gestion. S'opposer à tout changement constructif, ne pas laisser une responsabilité et une autorité suffisante à leurs subordonnés. Le capitalisme bureaucratique d'après 1945 a donc la même conception de l'autorité que le capitalisme paternaliste. L'autorité est convertie le plus possible en règles impersonnelles et les structures mêmes de l'organisation semblent agencées de telle sorte qu'une distance suffisante puisse s'établir entre les gens qui ont à prendre des décisions et ceux qui sont affectés par ces décisions. Crozier. Tout y repose sur la centralisation, la conception rigide de l'autorité, l'élimination des relations directes. Ce capitalisme a cherché la définition minutieuse des tâches et des statuts, pour éliminer l'arbitraire. On ne peut le lui reprocher. Mais il a limité le rôle du dirigeant dans l'embauche et le renvoi du personnel, et empêché le système de promotion interne, le renouvellement des élites managériales. Il a conduit à avoir des dirigeants français d'entreprises moins expérimentés que ceux des autres pays. Par ailleurs, il se caractérise par la circulation des élites de l'État vers les entreprises. L'absence de promotion interne, l'absence de renouvellement des élites, l'absence d'expérience de ce qui se passe dans les échelons inférieurs, l'absence de délégation, tout cela a renforcé la méfiance des salariés. Les nationalisations des années 1980 puis les privatisations n'ont en rien corrigé ce système et ont même aggravé la continuité dans le type de recrutement de dirigeants issus de l'État. Le capitalisme français est au total un capitalisme d'héritiers. L'héritage dont nous parlons est d'abord celui d'un système managérial fondé sur le conflit. Il a créé un cercle vicieux. Radicalisation des syndicats qui empêchent la coopération et la délégation d'autorité, radicalisation des managers qui privilégient la rigidité hiérarchique, radicalisation de l'État qui accentue par autoritarisme ses travers historiques quand il légifère sans concertation. 3 acteurs sont donc aux prises, les dirigeants d'entreprise, les salariés et leurs syndicats, l'État et les hommes politiques. Les entreprises veulent minimiser les risques et les coûts. Si les salariés refusent de coopérer, elles optent selon les époques pour le paternalisme, la bureaucratie, la hiérarchie autoritaire. Et ainsi, le système français a jusqu'à présent échoué à créer des relations sociales contractuelles, productives et dynamiques. L'héritage français est ensuite celui du capitalisme familial, le capitalisme bureaucratique, lui, ayant du plomb dans l'aile. On distingue 2 réalités dans ce capitalisme familial. L'actionnariat familial, lorsqu'une famille ou un groupe de familles possède une part importante des actions et les droits de vote. Le management héréditaire d'une entreprise par un héritier du fondateur. L'actionnaire dit de référence est celui qui détient une grande part des actions d'une entreprise. Il s'agit le plus souvent de groupes familiaux,
Bouygues, Lagardère LVMH. L'actionnaire de référence ultime est celui qui détient le contrôle. Cela peut être l'État, une famille ou une multitude de petits actionnaires. Or, en France, parmi les entreprises cotées, la part d'entreprises à contrôle familial est de 64,8%. Elle est de 24% au Royaume-Uni. La rareté de mutation d'entreprises familiales modestes en grands groupes à actionnariat dispersé manifeste un des traits fondamentaux du capitalisme national. Bauer et Bertin-Moreau, 1997. La réalité est là. Il y a en France un règne des entreprises familiales que l'on peut interpréter comme subsistance du paternalisme et dont l'État protecteur moins assurance maladie, retraite, école, hôpitaux moins est comme un prolongement, et ces entreprises peinent à croître. Si le capitalisme familial permet d'éviter un peu mieux les conflits, c'est en réduisant le rôle des syndicats et en limitant le renouvellement des élites dirigeantes. Il faut encore se pencher sur la place et l'utilité des syndicats dans l'entreprise. On sait la faiblesse exceptionnelle du syndicalisme, donc du dialogue social en France. On avance en général 3 séries de causes du phénomène. La cause culturelle et institutionnelle qui fait de la France un pays jacobin incapable d'accorder à la négociation collective la place qu'elle mérite. La cause économique qui postule que les transformations du système productif ont rendu le travail syndical beaucoup plus complexe et difficile. La cause sociologique qui met l'accent sur l'individualisation des attentes des salariés. L'explication culturelle de la mauvaise qualité des relations dans l'entreprise par le goût paternaliste de la hiérarchie auquel s'oppose le radicalisme du conflit est recevable, ainsi que sa conséquence, le peu d'attrait pour le syndicalisme, mais le recul du syndicalisme est présent partout en Europe, sauf en Belgique et dans les pays scandinaves, ce qui oblige à considérer aussi et surtout les transformations du système productif actuel qui entraînent la dispersion du salariat, donc l'évacuation du conflit. Ce capitalisme séparateur ne repose plus uniquement sur l'économie industrielle, les grands collectifs de travail, les ateliers de production où se forgeaient les consciences communes. L'économie de services qui se développe partout en se dispersant est riche de qualités individuelles et de mobilité qui remplacent la force de travail. Les relations d'emploi s'individualisent comme les rémunérations, les contrats de travail sont surtout à durée déterminée, les carrières sont plus discontinues. S'il veut s'adapter, le syndicalisme doit substituer à un modèle corporatiste, par métier, un modèle du sur-mesure correspondant à cette dissémination modulaire. La fonction syndicale de régulateur interne de l'entreprise s'en trouve affaiblie. La fonction de régulateur externe dans les réformes sociales de l'État, retraite, assurance maladie, assurance chômage, devient un refuge et s'en trouve valorisée. Un nouvel équilibre est à trouver. Dans les années 1980, les lois Auroux avaient tenté d'introduire dans l'entreprise l'expression des salariés. Cela ne fut qu'un feu de paille. Les années 1990 et 2000 ont modifié considérablement la gouvernance, en donnant aux actionnaires un rôle de plus en plus grand. Il conviendrait de s'orienter vite vers une entreprise française plus démocratique. 12.2 Critiquer le marxisme. La théorie de Marx est une théorie complexe, avec ses idées de dialectique, matérialisme, lutte des classes, mission historique du prolétariat. On peut y voir une construction à 2 étages. Le premier propose une vision déterministe qui prédit l'effondrement de la société bourgeoise au profit de la société socialiste. Le second avance une éthique de l'émancipation où la volonté, la décision, la stratégie sont centrales. Mais les 2 étages ne coïncident pas facilement. Le père fondateur de cette théorie est tenté par le besoin messianique du salut. Il désire une société sans classe dans une humanité réconciliée. La complexité de l'ensemble a refermé toutes les variantes de la théorie dans le monde en doctrine et dogme. Marx a pensé dans le cadre du XIXe siècle, avec les instruments conceptuels de son temps, en ignorant évidemment les découvertes postérieures, celle de l'individu dans sa complexité, notamment sa part irrationnelle, celle du rôle majeur de l'environnement dans le fonctionnement des sociétés humaines. Marx a ainsi privilégié le collectif et les seules forces de production. Il a pensé dans un monde du XIXe siècle nourri par un état des sciences de la nature, une conception mécanique du travail. Il n'est pas surprenant que sa vision du monde soit quelque peu linéaire. Avec Edgar Morin 2007,
On peut et on doit déclarer qu'il faut abandonner le projet formulé par Descartes puis par Marx, de conquête et de possession de la nature, parce que le cosmos est hors d'atteinte de l'homme et que le devenir de la technoscience peut conduire à la ruine de la biosphère, bref au suicide de l'humanité. Si le marxisme comporte ces deux impensés, l'individu et l'environnement, il se révèle encore incomplet et dépassé sur certains autres points importants de sa doctrine. Ainsi, l'œuvre inachevée qu'est le Capital, qui s'arrête au livre 3, ne définit pas les classes sociales, n'évoque pas la phase intermédiaire de dictature du prolétariat ou les interactions entre infrastructures et superstructures. Ainsi, Marx présente la fin du capitalisme comme une nécessité inscrite dans le développement même de ce capitalisme. Pour Marx, l'avènement du communisme serait en germe dans le capitalisme porté à son terme. Or, l'histoire du XXe siècle nous a montré qu'aucune société communiste n'a connu ce destin glorieux. Les historiens contemporains nous parlent plutôt de l'indétermination radicale de l'histoire. Personne ne prédira donc jamais sur quoi débouchera le capitalisme. Le progrès incontrôlé peut générer la fin d'une civilisation. Par ailleurs, le marxisme repose sur un modèle de souveraineté classique avec la révolution comme prise de pouvoir d'État, et la dictature du prolétariat inaugurant la démocratie permanente. Or, les héritiers du marxisme ont eux-mêmes abandonné la dictature du prolétariat au profit de la démocratie, et abandonné, peut-être, ou adouci l'idée de révolution. D'autre part, peut-on croire que les classes sociales et les réalités du travail ne changent jamais au fil du temps et des évolutions ? Enfin, n'y aurait-il pas une forme de racisme dans l'idée de la purification du corps social, qui distinguerait d'abord ceux qui sont du bon côté de la force productive, les travailleurs, et ceux qui sont du mauvais côté, les patrons et dominants, pour verser ensuite, après le triomphe de la Révolution, dans l'œcuménisme ? Le marxisme ou socialisme réel est mort avec l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 qui signifia la mort du socialisme à visage humain, et avec la chute du mur de Berlin en 1989 qui signa la mort de l'impérialisme socialiste. Le bilan que l'on doit faire du socialisme réel n'invite donc pas à la joie. C'est tout de même au nom du socialisme que certains ont déchaîné l'hitlérisme et d'autres, le stalinisme, tous deux flanqués de leurs camps de concentration respectifs. Il faut donc bien admettre qu'une idéologie peut comporter une double potentialité, vers l'émancipation et vers l'asservissement. Sous la bannière du marxisme-léninisme, le socialisme réel a promu un nouveau genre de classe dominante, déchaîné l'esclavage concentrationnaire, privé le prolétariat de droits syndicaux et droits de grève et menti sur la réalité en place. Le modèle de souveraineté du marxisme est aujourd'hui trop simpliste et réducteur. Les faits n'ont pas évolué comme Marx l'avait cru. Le capitalisme paraît plus souple qu'on ne l'affirme et le système des crises économiques joue différemment de ce que Marx pensait. Le capital se dilue aussi dans des milliers d'actions et Marx n'avait pas pensé la société par action, dans laquelle Jaurès voyait le passage du capitalisme au socialisme. Marx n'avait pas imaginé le tiers-monde, la croissance générale du niveau de vie dans les sociétés industrielles, la tendance à l'indifférenciation entre classes sociales avec apparition de la classe des cadres, Chauvel 2006, l'expansion de la nation, bourgeoise pour lui, le passage de la société industrielle à la société technicienne avec l'automatisation qui délie production et travail. Force est donc maintenant de reformuler les concepts de classe sociale et de travail pour les adapter à notre époque, et de construire les notions moins oubliées par le marxisme et à présent centrales moins d'individus et d'environnement. 12.3 Dénoncer les erreurs du socialisme démocratique. On peut faire à la gauche social-démocrate de la fin du XXe siècle deux grandes critiques.
une critique sur les fondements doctrinaux et une critique sur la pratique néolibérale dans la manière de gouverner. La critique sur le noyau dur des croyances socialistes doit d'abord étudier les conditions d'apparition des idées. Socialisme, marxisme et libéralisme ont en commun depuis les origines, 19e siècle, un économisme ou productivisme. Ils nourrissent de fait encore aujourd'hui un consensus hérité du 19e sur une vision du fonctionnement des sociétés humaines où le primat est accordé aux forces productives qui détermineraient le progrès, la croissance et la quête du bien-être. Ainsi, toujours plus de croissance voudrait dire toujours plus de bien-vivre. Cela se comprend pour la naissance de la société industrielle du 19e siècle. Mais la gauche française du 21e siècle doit relativiser l'économisme et le productivisme. L'économie existe, mais elle ne doit pas être la préoccupation exclusive. Une autre vision de la société, de l'histoire, de l'être humain doit être édifiée, mieux adaptée au temps actuel où les dangers de l'économisme sautent aux yeux. La critique sur la pratique politique concerne la dérive néolibérale de gauche des années 1980 et après. Il appartient aux historiens de la politique de décrire la convergence moins effective, à n'en pas douter moins qui a marqué sur certains points les politiques de gauche et de droite depuis le milieu des années 1980. Il s'agit d'un socialisme libéral, Audier 2006. L'expression devenue banale et dont le sens n'est cependant pas bien défini, désigne pour certains la mutation en cours des social-démocraties depuis les années 1990. Le socialisme libéral serait alors une redéfinition du socialisme ayant renoncé à ses thèmes classiques. Lutte des classes, défense du monde ouvrier, intervention de l'État dans l'économie et la protection sociale, politique de solidarité, large redistribution des richesses. La distinction gauche-droite ne serait plus alors que de degrés. Est-ce recevable ? Nous ne le pensons pas. Ces affirmations correspondent à une vulgate où le socialisme libéral serait irréductible au libéralisme classique et ouvrirait une voie réformiste originale en intégrant un triple héritage. Moins le libéralisme politique, protection de la liberté individuelle, tolérance, distinction entre société civile et État, place du marché. Moins le républicanisme, recherche du bien commun, rôle clé du civisme, complémentarité entre liberté et égalité. Moins le socialisme, régulation du capitalisme selon un idéal de justice. Nous ne suivrons pas cette voie. Certes, depuis presque 30 ans, aux yeux de l'extrême gauche, la gauche classique de gouvernement est incapable de résister au néolibéralisme ou ultralibéralisme, à la globalisation, à la guerre économique planétaire. Elle conduit la même politique que la droite libérale, et finalement cette politique ne pourra pas changer la société. Une réponse claire et argumentée doit être apportée à ces accusations, car il ne suffit pas de rétorquer que l'extrême gauche se complaît dans l'incantation et refuse les responsabilités de gouvernement. Il faut surtout répondre par un projet explicite qui marque bien les différences avec le libéralisme économique et le socialisme pratiqué au gouvernement depuis les années 1980. Pour avoir des chances de se constituer sur des bases solides et crédibles, le socialisme français du XXIe siècle doit donc conduire du même geste les deux chantiers évoqués. Critique sans concession des dérives néolibérales de la gauche depuis les années 1980 et redéfinition des fondements de sa doctrine en décrivant une société du bien-vivre dont les piliers sont épanouissement individuel dans la cohésion sociale, moyennant une remise à sa place de la dimension économique, et une prise en compte définitive du respect de l'environnement. 12.4 Les enseignements du XXe siècle. Le XXe siècle mérite un examen critique particulièrement sévère, tant il a démontré au tribunal de l'histoire que la politique se nourrit abondamment de mythes et que ceux-ci finissent par signifier la pensée close, la pensée dogmatique, la pensée fanatique, le tabou, le sacré. Morin 2004 page 11. Même indispensable, une idéologie cache plus souvent le réel qu'elle ne l'exprime, elle asservit plus qu'elle ne libère. Le XXe siècle a donc vu s'effondrer plusieurs mythes, celui du socialisme soviétique et à la charnière avec le XXIe siècle, le mythe antagoniste du néolibéralisme ou ultralibéralisme. Or, ces deux idéologies ont un point commun évident, elles sont chacune à sa manière des idéologies de fin de l'histoire. L'idéologie ultralibérale prône une société reposant sur les bases solides de l'industrie, se développant sans cesse,
apportant toujours la croissance économique et le bien-être par la consommation et surconsommation, recourant à la science, à la technique et à la démocratie pour résoudre tous les problèmes, guerre, faim, maladie, inégalité, plaçant l'individu et le superprofit au-dessus de tout. Et l'idéologie marxiste prône l'égalité, le mieux-être, l'instruction pour liquider la faim, la maladie, la guerre, les classes sociales et l'histoire. En fait, ces deux idéologies aujourd'hui en déroute sont des idéologies de fin du monde. Pour les gens de gauche qui veulent garder les yeux et l'esprit ouverts, il faut donc remettre en cause toutes les pseudo-certitudes des discours politiques dominants. Comprendre que tous les systèmes d'idées et d'actions politiques, socialisme y compris, sont soumis à des phénomènes fondamentaux de dégradation, désintégration, corruption, dispersion et d'insertion aléatoire dans des contextes idéologiques, économiques et sociaux différents dont les acteurs n'ont guère le contrôle. De ce point de vue, rien n'est définitif ou intemporel. Il nous faut toujours revisiter tous les maîtres mots. Le socialisme du XXIe siècle ne peut donc mettre ses pas dans ceux des doctrines passées sans exiger l'introduction d'autres concepts cardinaux qui, associés aux fondamentaux, permettraient de proposer la pensée politique alternative qui fait actuellement défaut. 13. Repenser les fondements du socialisme démocratique. Le socialisme est une doctrine politique qui articule une vision de l'homme à une conception de la société. Généreux nous propose de le faire, 2009, en répondant à 4 questions. Qui sommes-nous ? Quel mobile guide nos relations avec autrui ? Pourquoi et comment les sociétés humaines se constituent-elles ? Quelle finalité collective peut-on et doit-on assigner à la politique ? Les 3 premières questions relèvent de l'anthropologie, la dernière relève de la politique et peut se définir comme une conception du progrès, avec ses idéaux de l'identité individuelle et collective, l'économie, la cohésion sociale, la justice, la démocratie, l'internationalisme, le respect de la nature. À ce niveau de généralité, dans la façon de structurer le problème, il est possible de le suivre. Suivons-le encore un peu. Les grandes doctrines politiques, qui ont été échafaudées entre le XVIIe et le XIXe siècle, peuvent viser comme bien public le maximum d'utilité collective, utilitarisme, le maximum de justice naturelle, philosophie du droit naturel, le maximum de liberté individuelle, ultralibéralisme, le maximum de solidarité, fraternité, égalité, socialisme, le maximum de protection de l'écosystème, écologie. Comment penser les fondements du socialisme du XXIe siècle par rapport à ces grandes doctrines disponibles sur le marché de la pensée ? Pour nous, ce socialisme n'a pas à tout rejeter du passé et donc pas à tout inventer. Il doit d'abord rester fidèle à ce qu'il y a d'incontestable et de meilleur dans l'identité socialiste. Ensuite, ce socialisme doit combler les lacunes que l'histoire a révélées ou fait émerger concernant les impensés de l'individu, la base anthropologique, de l'écologie et de la mondialisation. Par ailleurs, il doit modifier bon nombre de ses affirmations concernant la cohésion sociale dans le cadre d'une société moderne multiculturelle ouverte à la mobilité des populations du monde. Enfin, il doit construire un ambitieux projet d'émancipation adapté aux réalités contemporaines françaises et dont la mise en œuvre pourrait être suivie au moyen d'indicateurs pertinents. En effet, si la pensée politique de ce début de XXIe siècle admet à présent qu'il convient d'articuler économie, écologie sociale, les différentes doctrines concernées sont loin d'en avoir proposé une formule explicite et cohérente. Positionnée ainsi, cette nouvelle doctrine socialiste se déploierait dans toutes les grandes dimensions économiques, écologiques, sociales, culturelles, politiques, pour édifier le bien-être et bien vivre en société. Essayons alors dans l'ensemble de ce livre d'en esquisser quelques bases. 13.1 Assumer le noyau identitaire du socialisme démocratique. Le Parti socialiste français doit conduire de toute urgence l'examen critique du rapport du socialisme à l'histoire et au réel. Il lui faut une conception critique du réel en train de se faire, qui ne peut lui venir que d'une compréhension profonde de l'histoire. Pour incarner à nouveau une idée progressiste de la France, il doit en effet assumer l'histoire passée et en train de se faire. Or, dans les 20 dernières années, il a par trop rejeté la connaissance et les intellectuels, il a abandonné cette pensée critique de l'histoire, condition première de la refondation,
attitude qui peut porter une nouvelle conscience politique parce que c'est avec elle que s'élaborent les fondements de la compréhension du politique. Parce que c'est là qu'une unité de la gauche peut émerger, au-delà de ses partis ou de ses courants, puisqu'une expérience de l'unité émerge de l'histoire reconnue, Duclercq 2009. Au fil de l'histoire, la gauche a toujours situé son projet philosophique et politique dans la tradition de la modernité et des Lumières. Comme conception philosophique et politique, la modernité, la période historique ouverte par la Renaissance, renvoie à l'affirmation de l'universalité de la raison, à la mise en place d'institutions pour garantir les droits fondamentaux des individus associés à la défense de la liberté, droits de l'homme et responsabilité politique. Assumer le rapport à l'histoire, c'est donc, pour le socialisme démocratique français, assumer la permanence de ses traits identitaires. Et cet héritage est double. Il est celui d'une pratique politique permanente et celui d'une éthique forte. La pratique politique du socialisme, ce sont les combats qui ont été ceux de la République confrontés à la question démocratique et sociale. Ces combats ont fini par façonner avec le temps une gauche sentimentale, une gauche de l'indignation dont l'un des travers est de penser qu'avoir un projet de gestion possible du monde constitue vite une trahison, une gauche protestataire et militante qui adore la critique permanente de l'insupportable. Mais ces combats ont fait l'honneur du socialisme. Et quand on s'efforce de cerner l'essence de la gauche, on se doit de mentionner ces combats aux côtés des exploités, contre les pouvoirs injustes et contre l'aliénation. Le combat par excellence est en effet celui par lequel la gauche défend les démunis, les déshérités, les petits, les faibles. On assimile parfois la gauche à ce mouvement même des faibles protestant contre l'ordre. Milan Kundera définit ainsi la gauche comme le parti de la grande marche, l'insoutenable légèreté de l'être, la marche mythique des déshérités vers la récupération de leur dignité. De ce point de vue, la gauche est surtout mouvement et Marx disait déjà en ce sens que le communisme n'est ni un État, ni un idéal, mais le mouvement réel qui abolit l'État actuel, l'idéologie allemande. On saisit aussi le cœur de la gauche dans sa critique du pouvoir et ses combats contre lui. La gauche est donc cet effort séculaire pour rendre le contrôle du pouvoir à ceux qui l'ont perdu, et combattre ceux qui l'exercent de façon inique. Dans les sociétés démocratiques, il s'agit évidemment d'autre chose. Ceux qui ont la propriété des moyens de production détiennent le pouvoir de décider dans la conduite de l'économie. Les députés, ministres, sénateurs, maires détiennent aussi un pouvoir constitutionnel qui risque d'un certain point de vue d'assujettir les autres. La gauche cherche toujours une construction sociale où il ne puisse pas y avoir de confiscation du pouvoir. Le pouvoir n'est cependant pas le mal absolu, puisqu'il peut être réfréné et jugé. De quoi faut-il alors se méfier en lui ? De ce qu'il conduit à confisquer certaines libertés. Dans les rapports sociaux, le commandement n'est donc supportable que s'il autorise la correction de tous les excès d'autorité. Dans sa conception du pouvoir, la gauche cherche alors à présent à conjuguer commandement et liberté dans le cadre de normes acceptées démocratiquement. Pour beaucoup enfin, le cœur de la gauche est dans la protestation contre un monde aliéné. Bien sûr, la condamnation de l'aliénation est un motif ancestral et pessimiste. On se rappelle aussi que pour Marx, dans le monde capitaliste marchand, l'aliénation est objective et subjective. Le problème historique est ici que les grands penseurs qui ont condamné l'aliénation n'ont pas produit une descendance recommandable. La condamnation marxiste de l'aliénation a dans sa filiation le stalinisme et la condamnation heideggerienne de l'aliénation a dans sa filiation le nazisme. Si on désigne le réel comme fautif parce qu'aliénant, il faut alors redresser le réel et l'homme, ce qui conforte aussitôt la dimension totalitaire de l'entreprise. On comprend alors qu'on ne peut en fait surmonter l'aliénation que dans la vigilance de la condamnation. Sur le plan éthique, la gauche se réclame d'un idéal humaniste, la pensée de la liberté, de l'égalité, de la justice dans un monde livré à la violence idéologique et guerrière. La gauche est traditionnellement liée à une ressaisie des conditions de la réalité par la raison, en vue du mieux collectif, de la justice, de l'intérêt général, Salansky 2009. Et l'exigence que l'on peut identifier comme le cœur de la gauche est bien l'exigence d'égalité, qui est une facette de l'exigence éthique en général. Cela procure la définition la plus englobante du socialisme, viser l'égalité réelle entre les hommes et combattre l'inégalité programmée entre eux.
Pour la gauche, l'inégalité des itinéraires corrompt l'égalité statutaire des humains. La tradition de gauche, qui part de la Révolution française, commence avec ce combat pour l'égalisation du tiers-État contre les privilèges. La droite, qui pense que l'inégalité est un fait naturel et par ailleurs un fait dominant, reproche à la gauche l'égalitarisme, nivellement par le bas. Les combats de gauche pour la justice ciblent toujours une injustice ayant l'inégalité comme contenu. Constatant une inégalité, dont la justification est dans la compétition et la sanction inégalitaire, la gauche y cherche l'injustice qui la fonde et engage le militantisme qui la combat. L'égalité est donc pour la gauche un principe moral dont l'obligation s'apprend dans une expérience toujours sociale, celle de la compétition. La gauche morale s'insurge toujours contre l'insupportable souffrance des hommes induite par le processus social et historique. Il s'agit bien de refus, d'indignation, d'insurrection. Le problème de cette attitude est de savoir si cette fondation éthique de la gauche en respecte la signification politique. Se contenter de refuser, en appeler à un référentiel éthique, n'est qu'une attitude morale et c'est bien pourquoi Marcel Gauchet reproche à l'extrême gauche de se cantonner dans ce positionnement confortable. En fait, la gauche dénonce cette sorte de souffrance qui permet d'embrayer sur la mobilisation. C'est la souffrance socialement imputable, celle qui relève de bourreaux et de causes systémiques, qui entraîne la lutte politique et l'expérience de la révolte au nom de l'égalité. Le socialisme démocratique y ajoute l'exercice du pouvoir visant à en attaquer les causes. 13.2 Affirmer la dimension anthropologique du socialisme futur. La question anthropologique est d'une grande importance. En schématisant fortement, on pourrait dire que le socialisme du XXIe siècle, comme le socialisme classique avant lui, doit affronter la redoutable question: quel être humain pris dans quelle réalité sociale, la doctrine politique et le socialisme visent-elles ? Construction de l'individu et socialisation sont étroitement liées. Ma propre identité dépend vitalement de ma relation dialogique avec les autres. Taylor, 1994. La façon dont un régime politique construit l'identité collective, en tolérant ou non l'expression des identités individuelles, est de la plus haute importance. Il peut favoriser une conscience collective qui, en appelant au groupe et aux foules, empêche de fait l'expression de la conscience individuelle, cas du communisme, du fascisme. Il peut privilégier les consciences individuelles au point de déliter le lien social tissé par la conscience collective, libéralisme. Il peut enfin veiller à cultiver l'expression des deux, conscience collective et conscience individuelle. Nous sommes alors dans le socialisme que nous appelons de nos vœux pour qu'il privilégie cette logique de l'organisation sociale. Repenser la question de l'individu. Si aujourd'hui, la place de l'individu en société est reconnue et célébrée jusqu'à l'excès, il n'en a pas toujours été ainsi, ni en politique, ni dans les sciences humaines, comme en sociologie par exemple où l'on a longtemps préféré étudier les collectifs du genre foule, classe sociale, groupes sociaux. En France, c'est le libéralisme, inventé au début du XIXe siècle, d'abord au plan philosophique puis au plan économique, qui a cherché à libérer l'individu. Le premier lui a apporté des droits imprescriptibles, le second lui a assigné les rôles de compétiteur égoïste puis de consommateur inassouvi. Si bien qu'à la fin du XXe siècle, il n'était pas excessif de redouter le spectre d'une société d'individus en lieu et place d'une communauté nationale. Peu à peu, grâce à Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, Elias et bien d'autres sociologues et philosophes, Descartes, Leibniz, Locke, on a mieux compris que l'individu n'est pas une donnée de la nature, mais une construction complexe de la société et que le processus d'individuation est plus engagé dans les pays modernes occidentaux. Il s'est d'abord agi à partir de la Renaissance, de penser les catégories types du salarié, de l'intellectuel, du capitaliste, du citoyen, de l'artiste, avec leurs conditions de possibilité inscrites dans le droit, le langage, le corps, les choses. On peut parler à ce propos d'individualisme abstrait ou générique, attentif aux principes communs et aux catégories universelles, et sorti de 1789. L'individu est alors celui qui intériorise les normes d'un certain ordre social incarné par l'État. Puis, à partir des années 1960, un individualisme concret émerge et s'impose, plus attentif à la logique identitaire personnelle. L'individu y est pensé comme plus singulier, irréductible à autrui comme à un rôle social, davantage autocentré,
capable de bousculer au besoin l'ordre social, comme mai 1968 l'a montré. Précisons cependant que certaines approches spécifiques, comme le marxisme ou le structuralisme, ont éclipsé l'importance de l'individu. La relation dialectique entre l'individu et la société s'est installée à présent au devant de la scène, tout spécialement en politique, avec un intérêt plus grand porté à l'individu. Le sujet creuse son trou, il abat les systèmes de mise en place élaborés par les pouvoirs. Touraine 1995. Les sciences humaines contemporaines, notamment sociologie, ethnologie et anthropologie, insistent à présent sur le fait que l'être humain est indissolublement être individuel et être social, et que son équilibre profond dépend du bon fonctionnement de cette double postulation. Le socialisme est-il enfin prêt à promouvoir l'accomplissement et l'épanouissement personnel dans l'harmonie sociale, en gardant toujours le sens de la complexité des processus interactionnels? Dépasser l'individu produit par le capitalisme. Les sociologues contemporains nous proposent tous le même constat. L'individuation a gagné toutes les sphères et toutes les pratiques sociales, tous les collectifs sont traversés par le règne de l'individu, famille, groupe religieux, groupe professionnel, groupe politique, association, classe sociale, territoire. Il peut paraître pertinent de faire des transformations du capitalisme au fil du temps, l'une des causes profondes du passage généralisé à l'individu concret. Car le capitalisme a déstabilisé peu à peu toutes les catégories de la construction sociale. Classe sociale, statut professionnel, communauté de tous ordres, famille à la fin du XXe siècle, au moment où certaines réalités concernant la déstructuration du social, comme l'effritement des classes sociales ou l'éclatement de la structure familiale, se mettent à s'imposer, et au moment où la société de consommation et de communication triomphe, alors l'accent est à nouveau mis sur la question de L'. Individu, cet être affectif, centré sur lui-même, soucieux de se réaliser lui-même, Touraine 1992. On peut à bon droit parler d'une instrumentalisation par le capitalisme des exigences de réalisation de soi, Honnête 2006, car le capitalisme actuel a besoin d'individus autonomes, flexibles, mobiles, disponibles physiquement et mentalement, créatifs, nomades et jetables. Dans sa phase actuelle, le capitalisme a entraîné la primauté du pour soi sur le pour autrui, et avec autrui. Il nous faut donc mesurer l'importance du phénomène et penser les moyens politiques adéquats, pour pouvoir l'équilibrer par l'accent mis sur la dimension sociale de la vie, et la solidarité nationale. Le marxisme a négligé l'individu au profit de la seule collectivité, et édifié un temps l'hypersociété, généreux. Le totalitarisme anéantit les deux postulations, l'être humain et la société, Hannah Arendt. Le néolibéralisme privilégie le seul individu au détriment du collectif et installe la dissociété, généreux. Les sciences contemporaines faisant de l'être humain un être également porté par le désir d'être soi, et le désir d'être avec les autres, le socialisme se doit de ne pas mutiler cette double postulation. Heureusement, les effets de cette individuation sur les institutions, désormais en déclin relatif, sont ambivalents. En se positionnant hors de l'hypersociété, hors de la dissociété et hors de la société totalitaire, le socialisme peut donc encore viser une société du bien-vivre où chacun pourrait déployer sa personnalité sans trahir l'essence sociale de l'homme. La réalisation politique de cette possibilité pour le citoyen de construire son équilibre personnel entre les deux aspirations évoquées moins être soi, et être avec les autres moins, n'est évidemment pas chose aisée. Le défi que le socialisme à venir doit affronter est dans la relation synergique à établir entre vivre pour soi et vivre avec les autres, dans une société du bien-vivre. Conjuguer l'individuation et la socialisation. À trop prendre en compte les réalités de l'individuation dans la société française contemporaine, on en viendrait à affirmer que s'est imposée la société du travail sur soi, Vranken et Marquet 2006, et qu'il serait vain finalement de vouloir agir sur les structures sociales. La seule position utile serait alors d'adopter pour l'individu la thèse de la découverte de son identité profonde. Et c'est bien ce risque contenu dans l'institutionnalisation de l'individu que le capitalisme favorise. Faire croire que l'identité serait déjà là, originelle, naturelle, et qu'elle ne serait jamais socialement construite. Chacun n'aurait alors qu'à chercher son moi authentique, hors des contextes sociaux. Si le socialisme rejette cette croyance,
doit-il pour autant négliger la quête de l'épanouissement individuel? Sûrement pas. À travers les rôles sociaux et les multiples expériences sociales, il doit autoriser les expériences identitaires et reconnaître le droit à l'expressivité personnelle. Le défi à relever est celui de la place du rôle par rapport à celle de la personne, de la place de l'agent social par rapport à l'individu. En somme, manifester, au nom de l'expressivité individuelle et de la quête de soi, de la distance au statut et à la position n'est plus forcément à considérer comme un défaut de socialisation. À bien y réfléchir, les expériences sociales de tout individu constituent une sorte de puzzle identitaire qu'il s'efforce de stabiliser. Aux obligations professionnelles de raconter sa vie, curriculum vitae, entretien d'embauche, bilan de compétences, peuvent parfaitement s'ajouter des expériences personnelles, récits de vie, journal intime, album photo. Le socialisme ne peut qu'accueillir les stratégies et bricolages identitaires, parce que toutes les pratiques sociales relèvent d'une inscription identitaire qui suppose le regard d'autrui et l'interaction avec lui. Mais il doit veiller à l'exploitation qui est faite de ces constructions biographiques. Dans le contexte capitaliste des inégalités économiques, il faut bien constater que la question identitaire ne fait qu'aggraver la situation. Maints salariés ne peuvent plus imaginer leur avenir professionnel comme un parcours cohérent et garanti. La flexibilité et la précarité leur imposent d'endosser des identités non désirées, celles que Castel, 1995, nomme des identités par défaut, au premier rang desquelles celle du chômeur qui ne sait plus contre quel adversaire il devrait se battre. Or, c'est dans l'action que l'individu se constitue en sujet. La socialisation est donc à considérer comme la production sociale des identités, qui a été longtemps dispensée par les grandes institutions. Église, État, école, partis politiques. Elle s'est maintenant déréglée, en quelque sorte, et l'on se trouve face à un éventail allant des individus capables d'afficher des identités stratégiques, à des individus construisant leur identité de façon plus ou moins stable, et à des individus à identité quasiment inconsistante. On peut plus généralement considérer que la construction identitaire passe par trois registres, le bar 2008, de construction de soi. Celui de l'être et de l'individualisme expressif, avec le corps, les interactions avec autrui, la création artistique, celui de l'avoir et de l'individualisme possessif, avec les objets, celui du faire et de l'individualisme transitif, avec la production de traces de soi. Et alors que la pensée occidentale a très longtemps privilégié l'autoconstruction de soi, aucune construction de soi ne peut faire l'économie d'autrui, Flao 2006. Toute société se structure. Elle le fait en produisant par le moyen d'institutions, des classes, des rôles et types sociaux, des habitus, des collectifs. Bien sûr, chacun de ces moyens s'incarne dans des individus. Mais les institutions font régner des principes unificateurs moins intérêt général, intérêt économique, croyances religieuses moins qui assignent des identités prescrites. L'individu peut échapper à la prison identitaire par les qualités qui le singularisent. Pourquoi le socialisme du XXIe siècle pourrait-il alors favoriser l'identité individuelle sans risquer de déliter le lien social? D'abord, parce qu'il aurait tiré les leçons de l'histoire sur les méfaits du culte fusionnel de l'identité collective et du culte égoïste de l'identité singulière. Dans les deux cas, on ne peut atteindre l'harmonie sociale par ces stratégies, doctrines, régimes politiques. Ensuite, parce que la seule manière d'éviter une société où le moi de chacun se dissoudrait dans la libération de ses multiples identités singulières, flottantes et changeantes, toujours provisoires, est de construire une socialisation où les interactions sociales seraient stabilisées par la visée du bien-être collectif. Certes, le travail identitaire est toujours inabouti, mais l'être humain est orienté par le besoin de se construire, en interrelation avec les autres. La solidarité comme la fraternité ne peuvent être des obstacles, en ce sens qu'elles procurent le sentiment d'une visée commune. Il n'est pas obligatoire de faire de l'expression de l'individuation le privilège d'une classe sociale, moyenne ou bourgeoise, qui chercherait à imposer son style de vie. Il n'est pas plus obligatoire d'inscrire l'individuation dans la compétition pour prôner un type de régulation sociale, avec nantis d'un côté et faiseur de troubles sociaux de l'autre. Il serait préférable d'en faire le support de la citoyenneté. Le socialisme doit prendre en charge la grande question du capital identitaire de chacun,
proposer une logique de la construction identitaire à partir de toutes les ressources nécessaires, cognitives, culturelles, relationnelles, économiques, alors que le libéralisme prône l'autonomie en laissant à chacun le soin de se débrouiller. 13.3 Promouvoir une conception planétaire de l'action politique. Le socialisme du XXIe siècle doit viser l'instauration du citoyen de la Terre, Morin, car c'est à cette exigence que conduit la mise en relation de la partie, la France, avec son environnement global, la Terre, la planète et le cosmos. En ce sens, cette doctrine socialiste est internationaliste et fondamentalement écologique, et c'est bien l'écologie qui oblige le socialisme à assumer à nouveau l'internationalisme, avec plus de chances de succès à présent. Poursuivre l'aventure des mondialisations. On peut distinguer, pour simplifier, 3 grandes périodes de mondialisation Chervalier 2008 que nous allons parcourir à grands traits. Moins celle des origines, qui va de la constitution des grands empires aux grandes découvertes. Moins celle des années 1850 à 1950, où la mondialisation est portée par les avancées technologiques et scientifiques. Moins celle qui a commencé aux années 1970 à 1990, avec l'accélération considérable du processus et le triomphe de la globalisation économique. Les origines de la mondialisation vont de l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle. Cette mondialisation originelle a été portée par les voyageurs, découvreurs et conquérants, marins, marchands, soldats, prêtres. La conscience du monde n'y existait pas encore, on mettait en avant des notions comme l'échange et la découverte. Dans l'Antiquité, les premières manifestations de ce processus ont commencé 2000 ans av. J.C., début des échanges commerciaux enrayés par des envahisseurs indo-européens. Une seconde vague a eu lieu avec l'Empire perse, établissant des liens commerciaux entre colonies phéniciennes, grecques et cités indiennes. On commence alors à prendre conscience de l'étendue du monde, sans pouvoir le cartographier. Des cités cosmopolites se fondent, et la bibliothèque d'Alexandrie contiendra des livres grecs, indiens et bouddhistes. Les premières découvertes se multiplient surtout au XVe siècle dans des expéditions mondiales, celle du chinois Zheng He, 1405 à 1415, celle de ses colons, Vasco de Gama, Magellan, J. Cartier. L'Europe explore le reste du monde, dans une mondialisation commerciale et religieuse. Les fléaux de ces expéditions sont la colonisation, commerce triangulaire, esclavage, la propagation des maladies, l'évangélisation forcée. La période des XV à XVIe siècles a cependant apporté des découvertes plus positives comme l'invention de l'imprimerie et la prise de conscience de la rotondité de la Terre. Dans la seconde période de la mondialisation, 1850 à 1950, tout se développe. Moyens de communication, transport et information, échanges commerciaux, mouvements migratoires, intégration de l'économie mondiale, développement de pays, Canada, Australie. L'idéologie du libre-échange naît à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les théories ont en commun le pays comme cadre macroéconomique, le commerce international justifié par l'existence de différences entre pays, la préférence donnée à l'ouverture sur l'autarcie. Différents modèles libéraux sont proposés. Le modèle d'Adam Smith, 1723 à 1790, fait de l'échange international un jeu à somme positive. Les auteurs français, Jean Bodin, Antoine de Montchrétien, en font un jeu à somme nulle. David Ricardo, 1772 à 1823, propose un modèle en termes d'avantages comparatifs, que John Stuart Mill, 1806 à 1873, complète en introduisant le rôle de la demande mondiale et la recommandation d'un libre-échange bilatéral, étape par étape. À ces modèles libéraux se confrontent des modèles protectionnistes concernant notamment les prix, tarifs douaniers, et les quantités, quotas. La période de la révolution industrielle, 19e siècle, apporte l'abaissement des coûts de transport, machines à vapeur et des coûts de communication, télégraphe, ce qui met en relation les différentes parties du monde, fait circuler les hommes, les biens, les savoirs. Les Occidentaux migrent Amérique, Australie, Algérie. Les phénomènes majeurs sur les plans économiques et culturels sont l'industrialisation, la colonisation, les récits de voyage, les effets de mode, japonisme, le marxisme et les internationales. Au début du XXe siècle, on entre dans la méfiance envers les échanges mondiaux. Des quotas d'immigration apparaissent aux États-Unis, 1911 puis 1921. Les révolutions russes bloquent les flux.
La Première Guerre mondiale entraîne la mondialisation du conflit et la fin de la domination de l'Europe sur le monde. Puis surgissent les spéculations, crise financière de 1929, le retour au protectionnisme tarifaire et le repli des économies sur elles-mêmes. La Seconde Guerre mondiale a une ampleur territoriale plus grande. Les opérations militaires concernent l'Atlantique et le Pacifique. 50 millions de morts et économies anéanties. Dès 1919, la communauté internationale crée l'OIA, Organisation internationale du travail, pour assurer la paix mondiale et manifester des préoccupations humanitaires, politiques et économiques. Après 1945 apparaissent les grandes organisations internationales. L'ONU en 1945, en remplacement de la SDN, Coopération droit international, développement économique, progrès social, droits de l'homme. Le Fonds monétaire international en 1944, matière économique et financière. La Banque mondiale en 1945, sous la forme de deux institutions, la BIRD, reconstruction et développement, et IDA, lutte contre la pauvreté. Le GATT en 1947, transformé en OMC en 1995. De 1945 à 1975, le monde industrialisé connaît une croissance économique forte que l'économiste Jean Fourastier a baptisée les 30 Glorieuses. Cette période de prospérité exceptionnelle concerne aussi d'autres pays qui assurent la croissance du produit mondial, États-Unis, Japon, URSS, Royaume-Uni. Cependant, le fossé se creuse entre le niveau de vie moyen dans les pays industrialisés et celui des habitants des pays du tiers-monde. Les caractéristiques de cette période sont l'accélération des progrès des sciences et techniques, l'importance grandissante des hydrocarbures, gaz naturel, pétrole et le déclin du charbon, le développement des centrales électriques à énergie nucléaire, l'essor des industries de pointe, conquête spatiale, essor de l'électronique, révolution informatique, découverte en biologie moléculaire, la révolution des transports, aéronautique, navires géants, TGV, automobiles, le réveil démographique, le goût du confort. Réorienter la mondialisation contemporaine. La crise des années 1970 se traduit par le ralentissement du taux de croissance des échanges commerciaux, une redistribution des rôles entre pays développés, recul de dynamisme des États-Unis, consolidation des économies de l'Allemagne et du Japon, stagnation de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie, l'émergence de nouveaux acteurs Hong Kong, Taïwan, Singapour, Corée du Sud. À partir de 1990, le terme mondialisation qualifie le monde qui a succédé à la guerre froide et à la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.